vous avez assisté ou vous êtes inscrit à mon webinar, mon live LinkedIn. Donc là, tu vois, tu fais déjà un peu de la prospection personnalisée puisque la personne a fait une action et tu les contactes via cette action. Voici ce que moi je propose. Est-ce qu'il y a une discussion qu'on pourrait, Oui. amorcer? Alors déjà, tu viens de donner un énorme hack que tu as glissé, comme si de rien n'était. Il est le fondateur du podcast Les Héros de la Vente, où il décrypte les meilleures pratiques commerciales avec des experts de la vente, bien sûr. Fort d'une expérience riche en business development et en formation commerciale, il partage ses connaissances et celles de ses invités pour aider les vendeurs à exceller. Est-ce que la vente et le service sont opposés? Sont-ils deux revers d'une même pièce? C'est ce que nous allons immédiatement découvrir avec Alexandre Vaquier. Salut Maxime, ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être chez toi un petit peu. En fait, pour ceux qui nous regardent, tu peux nous dire où est-ce que nous sommes? Eh ben, écoute, on est dans le tout nouveau studio de podcast, à Toulouse que j'ai créé, la semaine dernière. Donc on va essuyer les plâtres, tu vois? Excellent. J'espère qu'il va pas avoir de soucis techniques et cetera parce que c'est le premier enregistrement qu'on fait dans le studio et donc c'est un projet que j'ai depuis plusieurs mois, qui est enfin, réalisé. On a fait l'inauguration il y a quelques jours et je suis très content de t'accueillir, Ah, pour, c'est génial. héberger ton Bordeaux, podcast. Toulouse, on s'aime pas toujours, ça dépend dans Ouais. quel sport, mais moi je suis surtout très content de te rencontrer parce qu'on Mmh. s'était jamais vu en vrai et 2 d'avoir un studio à disposition, 3 d'essuyer les plâtres. Tu sais, j'ai fait des ouvertures d'hôtels, donc Ouais. crois-moi qu'essuyer les plâtres, je sais ce que c'est. OK, bon, ça doit être moins compliqué normalement, je pense qu'un hôtel, on devrait y arriver. Pas d'inquiétude. Je veux bien que, tu te présentes. Alors, pour nos auditeurs et que toi aussi tu comprennes, les insiders chez moi sont beaucoup des hôteliers, en tout cas OK. des personnes qui sont passionnées d'excellence de service, qui travaillent dans l'hospitalité et j'ai voulu t'inviter pour une raison bien précise. Je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, mais je pense que c'est important que tu nous dises toi quel est ton parcours pour qu'on comprenne la valeur que tu peux ajouter. OK, très bien. Alors, rapidement, moi, aujourd'hui, je suis, podcasteur à temps plein sur le thème de la vente. Mmh. Alors, c'est beaucoup la vente B2B, même si on a des épisodes dans le podcast, où on va parler du B2C qui peuvent peut-être plus intéresser, tes auditeurs. Et moi, mon parcours rapidement, j'ai une carrière, qui a commencé justement dans la vente, simplement comme commercial dans le monde du sport de haut niveau, Oui. où je vendais des logiciels aux entraîneurs pour analyser leurs performances. Et tu vois, c'est typiquement un outil que pourraient utiliser les hôteliers, c'est-à-dire, analyser, un service, un comportement, pour améliorer des soft skills. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais rencontré l'Institut Paul Bocuse pour Excellent. ces pratiques-là. Qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Life. OK, je savais pas. Ouais, bon, histoire de famille, avec, la famille Bocuse, on rentrera pas dans les détails OK. et il faisait quoi ce logiciel? C'était de la vidéo? Ça fonctionnait Ouais, comment? en fait, si tu veux, tous les clubs de sport professionnels aujourd'hui, rugby, basket, football, analysent leurs matchs, c'est-à-dire les Mmh. films, et ils ont des analystes vidéo qui, en direct, vont, séquencer les actions, les corners, Ouais. et ça devient même maintenant automatique. Et l'idée après, c'est de donner au coach un montage avec, les meilleures actions de tel joueur ou les statistiques de tel Et joueur liées à c'était la vidéo. automatisé avec de l'IA, par exemple? À l'époque, non. À l'époque, non. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as l'IA, tu as des outils GPS aussi qui te permettent d'automatiser des actions et tu as maintenant effectivement des robots qui Ouais. t'analysent ça, quasiment automatiquement. Tu as quand même besoin de l'humain pour sélectionner, ce que tu as envie de voir, quoi. Ce serait un super outil. Si dans l'audience, il y en a qui ont Ouais, envie de lancer ça, qui me contactent et on voit, comment est-ce qu'on peut, ouais, l'utiliser sur des cas clients. Parce que moi, je le fais avec, les établissements que je forme. OK. Je mets de la vidéo, mais c'est vrai que souvent on est en salle parce qu'en fait, quand tu es dans les espaces clients, il y a un sujet de Oui, tu peux pas. protection des données, tu peux pas filmer tes clients. Donc moi, je leur fais des retours à l'oral de ce que j'ai vu. J'enregistre aussi l'audio, mais la vidéo, c'est vrai que c'est souvent un peu compliqué et d'utiliser ça pour après avoir des scénarios sur lesquels travailler, je trouve que c'est une très bonne idée, ouais. Justement, donc après cette expérience, dans ce domaine-là, j'ai créé mon entreprise, j'ai quitté ce job et j'ai créé mon entreprise justement pour aller sur d'autres secteurs, mais Mmh. avec la même idée d'avoir un outil pour analyser les comportements. Donc j'ai créé mon propre logiciel qui était, inspiré de ce que je faisais dans le sport, et je suis allé voir, des pompiers, des militaires, des gens dans la santé pour, tu vois, dans la santé, ils font beaucoup de simulations médicales, Oui. pour entraîner les médecins, les chirurgiens et cetera.
L'hôtellerie aurait pu faire partie des secteurs que je démarchais. Je l'ai pas fait à l'époque parce que Mmh. j'avais plein de secteurs à démarcher. Fallait choisir ta verticale un peu. Voilà, et après quelques tests, on a choisi la verticale de la vente pour, analyser plutôt les rendez-vous, notamment les rendez-vous en visio ou au téléphone des commerciaux. Et de fil en aiguille, bah, j'ai créé, le fameux podcast que j'ai aujourd'hui, Les Héros de la Vente, qui me permettait, de rencontrer des prospects, de me faire connaître, de montrer mon expertise. Je le fais en accéléré. J'ai fini par, revendre cette société et aujourd'hui, je suis à temps plein sur ce podcast, Les Héros de la Vente, et donc je suis une sorte de, podcasteur B2B et j'en ai fait mon gagne-pain. C'est excellent. Ouais, Voilà. très bien. Parce qu'en effet, on peut, vivre du podcast, tu en es un bon exemple. Bon, Ouais. moi, Hospitality Insiders, le podcast, c'est qu'une branche de mon activité, mais c'est vrai que toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, tu vois? Moi, je suis sur la 5e année. OK. 4e, ouais, enfin presque 5. Et il y a 5 ans, personne n'en parlait, en fait. C'était pas du tout un sujet. Il y avait un peu quelques gros podcasts avec du sponsoring Mmh. et là, maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'il y a cette activité qui commence à percer, ouais. Ouais, si tu as un podcast de niche comme, c'est notre cas, ça te permet plus facilement de le monétiser parce que tu vas intéresser des Mmh, annonceurs, des sponsors bien sûr. qui veulent s'adresser à une cible très particulière. Mmh, Moi, typiquement, tous les entreprises qui font des logiciels pour les commerciaux, je pense notamment au CRM, c'est intéressant pour eux de passer dans mon podcast ou de faire de la pub oui. pour, faire parler de leurs produits. Ouais. Alors, on pourrait croire qu'on est, loin de l'hôtellerie pure et dure, mais quand même, je prends cette balle au vol parce qu'en effet, moi, dans mon cas, oui, il y a des sponsors, qui viennent et qui parlent sur mon podcast à travers ma voix et ça leur permet de se connaître de mon audience qui sont les hôteliers. Ouais. Mais il y a aussi, et ça, c'est de plus en plus demandé, ces fameux hôteliers, ces entrepreneurs, ces dirigeants, ces managers qui viennent et on parle de leur marque et d'eux et ça fait leur marque employeur et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, quand je l'ai créé, était pas clairement identifié, mais aujourd'hui qui m'est beaucoup demandé. Ouais, beh, c'est un peu ce que je propose avec le studio, c'est de dire aux entreprises, que ce soit des hôtels ou n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, porter ton message, via la vidéo, l'audio sur les réseaux sociaux, c'est quand même un moyen de montrer ton expertise, ta crédibilité, Complètement. et on est, dans l'ère aujourd'hui des formats vidéo, que ce soit des formats longs ou des formats courts, et donc ceux qui prennent la balle au vol, et en plus, on va en parler, mais tu as plein d'outils maintenant IA qui te permettent de faciliter les choses. Clairement. En plus des lieux comme celui dont on est où tu t'occupes de rien, tu t'occupes pas de technique et tu as ta vidéo qui est prête, Ouais. dans les 48 heures. Donc aujourd'hui, je pense que n'importe quel business, petit, grand, moyen, B2C, B2B, peut communiquer sur ses activités, ses services et montrer aux gens, son expertise, quoi. Mmh, complètement. Donc aujourd'hui, c'est ton activité temps plein. Je veux bien, avant qu'on rentre un peu plus dans un sujet Ouais. pure vente, peut-être que tu me parles anecdotes un peu marquantes que toi, tu as eues dans ton parcours. J'aime bien demander ça aux Ouais. hôteliers parce qu'il y a toujours des trucs fun, mais toi, ça m'intéresse d'avoir les tiennes. Bah, une anecdote marquante, par exemple, j'ai vendu, le fameux logiciel pour les sportifs de haut niveau au club de rugby du RC Toulon. Et ce qu'on faisait quand on vendait un logiciel, c'est souvent on formait les analystes et on passait, par exemple, le 1er match, de la saison avec eux, pour voir si tout allait bien, et donc premier match de la saison, je me retrouve à Toulon dans la tribune des coachs, donc à côté de l'analyse vidéo, qui était à côté de Bernard Laporte, à l'époque, qui était entraîneur de Toulon. Donc et ce qui était assez rigolo, c'est qu'on avait les ordinateurs sur une sorte de table qui était en longueur, et en fait, pendant tout le match, Bernard Laporte tapait sur la table avec son poing parce qu'il était dans le match, Ouais, et les ordinateurs, tu vois, il y avait quand même, des ordinateurs assez chers, des Apple, à brancher entre eux, branchés à des tables de mixage, et moi, j'avais peur, en fait, que tout pète, évidemment. et qu'au final, le RC Toulon dise: «Ton truc marche pas, on n'en veut pas», et donc j'ai passé tout le match à tenir les ordinateurs, à me dire: «Ouh là là, faut vraiment pas que les câbles se déconnectent», donc ça, c'est une première anecdote, tu vois, dans le sport, Très bon. et en fait, j'ai plein d'anecdotes comme ça où je me suis retrouvé dans des situations, trop drôles. Par exemple, je me Ouais. suis retrouvé au CHU de Limoges avec des médecins qui faisaient des simulations d'accouchement
donc avec des robots et il m'expliquait en gros, bah, voilà, là, tu as tel problème, faut prendre le bébé, faut tourner la tête et cetera et il t'expliquait tout et moi je découvrais en fait des mondes où le matin je pouvais être avec un médecin, l'après-midi avec un coach de rugby et le soir avec un militaire pareil, où j'ai fait des simulations avec l'armée de terre où on simulait des enfin tu vois des combats Mmh. avec des militaires et là tu Ouais, c'est découvres des excellent. Donc mondes, ça t'a préparé à ta vie de futur papa ouais. ou une vie, sous attaque, pourquoi pas? En tout cas, c'est pas ce que je nous souhaite. Ah c'est ouais, c'est une petite, il faut aller au combat, hein, Mmh. Ouais, quand tu jeune papa. c'est clair. Je te propose qu'on parle de notre sujet, de ton sujet particulièrement qui est la vente. Moi, je te cache pas que, c'est un mot qui m'a longtemps complexé. OK. Hem, je Pour moi, je faisais de l'hôtellerie, je faisais du service, je faisais surtout pas de la vente. Ouais. Il m'a fallu des années avant de comprendre, alors que pourtant je faisais beaucoup de ventes, notamment de l'upsell de chambres, on pourra en reparler et hem et aujourd'hui que je suis entrepreneur, j'ai accepté le fait qu'il faille vendre parce que comme n'importe quelle entreprise, pour prospérer, il y a de la vente et ça fait que depuis très peu de temps que je me suis un petit peu déculpabilisé. Je te pose déjà une question assez large de tendance. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu as identifié des nouvelles tendances, ou en tout cas des tendances qui commencent à s'ancrer un peu plus, dans la vente? Ouais, bien sûr. Alors je te rassure sur l'aspect, heu, image négative de la vente et ben ça, c'est la majorité, finalement de la population, hein. Mmh, La vente, que ce soit en France ou à l'étranger, on a une mauvaise image de la vente et tu oui, vois, par exemple, je les États-Unis, on dit beaucoup que c'est le pays de la vente, que c'est oui. tous des vendeurs nés. Mais tu as une enquête qui a été faite sur les Américains où on leur demande, «À quoi tu penses quand tu penses commercial?» et 80 des Américains pensent à un vendeur, un escroc, qui vend des assurances des voitures et qui marche pas et qui est en costard mal défraîchi et qui veut te la faire Mmh. à l'envers, si tu Oui, veux. pour ouais, le commercial, c'est l'arnaqueur un peu. Un peu, ouais et en France, si tu fais la même enquête, tu auras, Jean-Claude Convenant dans la tête des Français, qui veut t'arnaquer, quoi. Bien sûr. Donc je te rassure, ça, c'est normal. Après, quand tu et moi, j'avais cette image-là, hein, quand j'ai commencé à être commercial et en fait, quand tu apportes une offre qui répond à un besoin de ton client et tu lui sors une épine du pied, finalement, la vente, ça devient, presque noble parce que tu aides finalement quelqu'un Mmh. et dans tes sujets d'hôtellerie et cetera et ben, en fait, tu es tout le temps dans l'aide, de ton client et il faut pas être, comment dire? Faut pas avoir peur de ce terme, la vente, parce que, Mmh. bah, c'est ça qui fait vivre les entreprises et c'est ça qui rapporte du chiffre d'affaires. Complètement. Sur les nouvelles tendances, alors, j'en ai plusieurs, je vais essayer de prendre celles qui me viennent à l'esprit et qui peuvent intéresser des auditeurs. On est sur une vague aujourd'hui de ce que j'appelle l'hyper-personnalisation. Ces dernières années, dans la vente, tu avais plein d'outils pour faire ce qu'on appelle de l'automatisation. En gros, tu envoyais, plein de mails automatisés à des clients. Alors c'est vrai que là, je parle dans ma tête, je suis plus sur du B2B, mais je pense que dans le B2C aussi, tu envoies des campagnes mail marketing Oui. et tu fais ça avec des outils où finalement tu spams un peu les gens, t'envoies un gros filet de pêche en espérant, récupérer quelques poissons et ça, aujourd'hui, ça marche de moins en moins parce que tout simplement, tu as les GAFAM, les Google, Microsoft, qui mettent des robots pour Mmh. stopper les Oui. les campagnes mail et donc toutes les campagnes d'emailing, commencent à aller dans des fichiers, ils appellent ça souvent promotion sur Gmail, par exemple, où tu vas jamais dans ce fichier et tu as tous tes mailings de pub qui sont dans ce fichier-là et toi, en tant que, par exemple, entreprise, tu veux aller, envoyer des mails à des clients, bah, si tu fais pas attention, tes mails tomberont dans les spams. Mmh. Donc aujourd'hui, on est sur un nouveau courant qui est l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire, envoyer des messages, de prospection à des gens, mais où tu t'intéresses à eux et tu essayes de personnaliser au maximum, tes messages. Alors c'est pas juste: «Monsieur, Michu, vous êtes dans telle entreprise, j'aimerais parler, avec vous». Il faut aller un peu plus loin Oui. et il faut essayer de faire ce qu'on appelle de l'intent data. Alors qu'est-ce que c'est ce jargon? En gros, il faut essayer de repérer des signaux qui peuvent, te dire: «Bah, cette personne-là peut être intéressée de collaborer avec moi». Oui. Donc les Mmh. signaux d'affaires. Par exemple, les actualités de l'entreprise du client si Oui. on est dans du B2B Ouais. ou quand il y a LinkedIn, c'est quand même plus facile, tu vois un peu les actus, de la personne. Ouais, alors c'est vrai que dans le B2B, c'est facile, hein, c'est, les recrutements, les événements, les levées de fonds, Oui. effectivement toutes les actualités de l'entreprise. Dans le B2C, pour faire de la personnalisation, en fait, ce serait plutôt, vous avez un fichier client
qu'est-ce que ces clients ont fait, quel séjour ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont Ouais. acheté et plutôt rebondir sur peut-être ces informations-là. Sachant que chez nous, dans Ouais, l'hôtellerie-restauration, on a aussi nos CRM, ouais, qui sont quand même des très bons, CRM. Tu vois, j'en ai reçu quelques-uns sur ce podcast ouais, et on est capable de savoir, en tout cas dans nos établissements, qu'est-ce que les clients ont consommé, quelles sont leurs habitudes de consommation pour aller cibler. Et pour le B2B, tu l'as peut-être pas en tête, mais moi, ça m'y fait penser quand tu y parles. Je pense à l'hôtelier qui doit démarcher aussi des agences, alors agences de voyage pour simplifier, mais en tout cas, des agences, tour opérateurs et autres qui, eux, derrière, vont en fait, faire la communication, distribuer les voyages, incluant des packages avec nos établissements, par exemple. ouais. Donc, soit les directeurs généraux, soit les directeurs, commerciaux, en fonction des établissements, vont dans des salons ou font des tours dans d'autres pays pour aller se faire connaître auprès de différentes agences. Donc là, typiquement, ce que tu dis, d'un point de vue B2B, ça marche hyper bien. Oui, et puis j'imagine que dans l'hôtellerie, tu as aussi un aspect B2B quand tu vends, des séminaires à des entreprises, par exemple, Oui, donc tu as aussi cet aspect-là que tu peux utiliser, clairement. dans ces métiers-là Oui. et pareil pour la restauration, tu peux faire de la restauration, pour des entreprises aussi, Mmh. donc ça peut être valable. Donc on a ce sujet d'hyper-personnalisation. La problématique en face, c'est que ça prend énormément de temps. Et donc là, on arrive sur une autre tendance du marché aussi et qui est la tendance dans plein de secteurs, c'est bien sûr les nouveaux outils, d'IA qui apparaissent pour essayer de te faire gagner du temps et qui, eux, peuvent aussi, aller chercher de la data, te faire, les messages, quasiment automatiques et donc là, bah, tu as plein d'outils, Mmh. on en a parlé un peu en off, avant de commencer l'épisode. Tu as notamment les outils quand tu as un rendez-vous, téléphonique ou en visio, qui vont, te transcrire la conversation, te mettre tout en forme, te stocker ça dans ton CRM et qui te permettront de, à un moment donné, de ce qu'on appelle nurturer le Oui. prospect, c'est-à-dire lui envoyer des messages, assez régulièrement pour, à un moment donné, lui donner envie de collaborer avec Clairement, toi. voilà, le nurturing, c'est voilà, c'est le câliner, s'en occuper, le nourrir un petit peu, Mmh. au fur et à mesure du process. Ouais, Les outils dont tu parles, typiquement, alors bon, ça moi, ça me dérange pas d'en citer quelques-uns. ouais, Moi, j'en utilise un qui s'appelle Nuta, notamment pour la prise de notes, qui est absolument dingue, ouais, qui fait des résumés IA. j'ai le même. Tu parlais de ouais, tu parlais de prospection, je sais qu'il y en a des, tu vois, type Human Linker et cetera, qu'en plus tu as reçu, je crois, sur ton podcast. Oui, Donc typiquement, ceux qui veulent creuser ça, ils peuvent aller écouter chez toi là-dessus. Moi, c'est un outil que j'ai commencé à utiliser très récemment. Au début, j'étais un peu perplexe et je suis quand même assez bluffé. Le niveau de personnalisation, c'est quand même assez dingue, à quel point, en fait, tu cliques, tu crées tes campagnes et derrière, ça va vraiment ajouter de l'information qualifiée et j'ai beaucoup plus de réponses. ouais. Alors, en fait, les outils IA, ce qui se passe, il y a un phénomène, c'est souvent ils te promettent quelque chose. Tu te dis: «Waouh, c'est génial». Tu l'utilises, tu es assez déçu Mmh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça évolue tellement vite, c'est oui, que tu reviens quelques mois après et c'est tu dis: clairement ce qui s'est passé pour moi. «Ah bah, ça y est, la promesse est tenue Oui, et là, là, je suis heureux, ça répond à mon besoin». Donc il y a ce phénomène-là dans l'IA qui se passe, mais pas que pour la vente, mais pour tous les aspects. On l'a vu par exemple sur la génération d'images, la génération de vidéos, bah, il y a quelques mois, c'était un peu balbutiant et là, ça y est, c'est parti, quoi. mmh, Dernière tendance, parce que je pense à d'autres tendances, mais à mon avis qui intéresseront moins tes auditeurs. Mais une tendance qui et on en a parlé un peu au début du podcast, c'est, alors les Américains, ils appellent ça, désolé encore pour ce jargon, mais le content based prospecting. C'est en gros prospecter sur les gens qui vont interagir sur ton contenu. Donc ça demande de créer du contenu. Donc le contenu, c'est un podcast, oui, un post LinkedIn, un webinar, une vidéo YouTube, ce que tu veux et de faire de la prospection sur les gens qui vont liker, commenter tes contenus, oui. s'abonner à ta newsletter et ça, tu peux te dire: «Bah, ça, c'est du marketing», sauf qu'avant le marketing, c'était plutôt on crée du contenu et on attend que les gens nous contactent. Ouais. Tu vois? Alors que Ce là, qu'on tu appelait le inbound marketing et moi, j'ai exactement, commencé mon podcast là-dedans ouais, et il m'a fallu quasiment 4 ans pour comprendre que ça suffisait pas. exactement. Certes, tu as une petite masse de personnes qui viennent directement, mais la plupart, en fait, faut clairement aller les chercher, hein. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bah, je vais créer mon contenu, je vais me mettre à fond là-dedans et les clients vont arriver tout seuls». Ça peut marcher, Oui. mais je pense que vous pouvez aussi attendre très longtemps d'avoir les premiers prospects qui vous contactent. Mmh. Donc cette fameuse, nouvelle tendance qu'on peut dire en français, en gros, c'est de la prospection sur les interactions sur ton contenu. Bon, c'est un peu moins sexy que la Tout de version suite. américaine. Dommage.
Mais tu peux tout de suite, créer, une vidéo, un webinar. Moi, j'aime bien les webinars, par exemple, un live LinkedIn, parler d'un sujet, voir que tu as 100 inscrits sur ce live, avoir scrappé la liste. Alors sur LinkedIn, tu as une option pour avoir les emails des gens qui se sont inscrits, notamment via ta page entreprise et tout simplement les contacter en disant: «Vous avez assisté ou vous êtes inscrit à mon webinar, mon live LinkedIn». Donc là, tu vois, tu fais déjà un peu de la prospection personnalisée puisque la personne a fait une action et tu les contactes via cette action. «Voici ce que moi je propose. Est-ce qu'il y a une discussion qu'on pourrait, Oui. amorcer?» Alors déjà, tu viens de donner un énorme hack que tu as glissé, comme si de rien n'était. Ouais, Et moi, je suis plutôt un féru du live LinkedIn, mes auditeurs le savent, j'en fais régulièrement. ouais, Soit, en solo pour répondre à des questions, soit parce qu'on a un outil, par exemple une solution, admettons CRM puisqu'on parlait de ça, CRM hôtelier qui vient faire sa démo. Ils le font avec moi en live et en effet, jusqu'à maintenant, je le faisais de mon compte personnel qui ne permet pas de récupérer ces fameuses adresses ouais. alors que le compte pro le fait. Le Donc compte, page entreprise. le compte page entreprise, ouais. Pendant longtemps, je me disais: «Ça sert à rien» et en fait, tu as cette fonctionnalité-là où les gens, quand ils s'inscrivent à ton live LinkedIn, en amont, tu as une petite case, en gros, que toi, tu peux activer pour que, leur mail soit, Ouais récupéré. Eux, ils peuvent dire: «Je veux pas que mon mail soit utilisé à des fins, commerciales», mais tu auras quand même, toi, la liste des et oui. mails et tu auras la liste des gens qui ont dit, «Oui, je veux bien que ce soit utilisé» ou «Je veux pas que ce soit utilisé». Mmh, Mais à partir du moment où tu les contactes de manière ultra personnalisée, ce sera complètement. pas vu comme du spam, quoi. Et moi, je le fais typiquement après, ces événements-là où, bah, mon client qui paye pour être en live avec moi, ça l'intéresse aussi de pouvoir aller récupérer ces données et moi, c'est une vraie valeur ajoutée, voilà. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai un peu peur que mes insiders n'osent plus venir, S'inscrire? en live, mais promis, je spamme pas. Ouais, L'objectif, c'est justement d'envoyer des messages derrière, de créer du lien et en fait, il y a plein de personnes aussi dans l'audience, toi qui et moi qui sommes podcasteurs, on le voit bien, qui sont assez passifs, oui. qui disent jamais rien et par contre quand tu vas les chercher, qui te répondent: «Ah mais oui, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'osais pas vous contacter», et là tu peux créer une connexion et l'objectif c'est ça, c'est moi j'ai peut-être quelque chose à vous proposer qui pourrait vous plaire et si je me mets encore dans la peau de mon hôtelier restaurateur, peut-être que vous connaissiez pas, mon offre, mon super restaurant et cetera et le fait de venir à vous, bah, ça va vous permettre de le découvrir et ensuite d'y adhérer finalement. Ouais, alors c'est vrai que sur la partie passivité, je pense que c'est quelque chose, on dit toujours: «Il faut que dans le contenu, les gens interagissent pour faire monter votre contenu» et je pense que c'est quelque chose, qui est pas évident. Alors tu as des hacks, bon, que moi j'aime pas trop, tu vois? Il faut être clivant pour faire interagir pour que les gens, mais limite interagissent, mais limite c'est des haters donc je Oui, trouve pas ça très intéressant sur nos sujets à nous. Après tu as un truc que moi j'avais fait, j'ai une newsletter avec à peu près 3 000 abonnés. Donc c'est à peu près l'audience que j'ai sur un podcast, 3 000 ouais, écoutes, donc je pense que c'est les gens qui écoutent mon podcast qui sont abonnés à la newsletter et une fois, j'ai fait une newsletter en disant, «Je veux nettoyer ma newsletter et donc je veux supprimer, les gens qui la lisent pas trop ou qui la lisent pas du tout». Et donc j'ai envoyé ce mail-là en disant, «Si vous ne répondez pas à cette newsletter, je vous enlève de la newsletter» et ça a été assez fou parce que là, j'ai eu énormément de gens des qui gens m'ont qui répondu, réagissent. Mmh, «Non, non, je veux la garder» faut et les tu vois, ces gens-là, je pourrais très bien leur dire, «Bah, ah super, tu veux la garder, qu'est-ce qui t'intéresse dans ton contenu? Heu, Pourquoi tu commentes pas?» et cetera et là, tu amorces des discussions et c'est des petits hacks comme ça et là qui aussi, je pense que c'est un bon conseil, tu vois? Celui-là, typiquement, pour un hôtelier qui a une mmh, base de données qui souvent sont sous-exploitées, dans lesquelles on fait alors là, on va pas forcément faire que du contenu pur marketing, mais on envoie des emailing qui, honnêtement, ils sont fades. oui, On envoie des images d'hôtels, parfois qui viennent de banques de données qui sont même pas de notre établissement. Il y a pas d'humain, il y a pas de visage. On reçoit tous les mêmes, alors qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus engageant et moi, si l'hôtelier disait: «On s'est rendu compte que vous n'ouvrez pas le les contenus, est-ce que ça vous intéresse encore?» ou «On va vous supprimer». Ah, ça fait réagir. «Non, vous voulez rester? Bah, tiens, on vous fait un code promo et vous venez séjourner chez ouais. nous», par exemple et tu peux réengager comme ça. Et là, il joue sur la peur de louper quelque chose, donc le fameux mot FOMO Ouais. et toi, en tant que client, tu vas te dire: «Attends, c'est quoi déjà cet hôtel?» et tu vas relire un peu plus, ce qu'ils font. Tu vas te souvenir, en fait, de l'expérience que tu as eue et tu vas passer un peu de temps sur, ce mail alors que s'il avait pas fait ça, tu l'aurais mis, dans la poubelle. Mmh, Tu vois, ça peut être un petit hack, qui montre aussi et ça, c'est un fond pour moi, c'est un des fondamentaux dans la vente qui est important, c'est, l'hyper-transparence ou l'hyper honnêteté.
où en fait, quand tu dis les choses aux gens en disant: «Bah, moi, j'ai pas envie de vous spammer, donc je vous supprime de ma base mail», tout de suite, toi, en tant que client, tu dis: «Ah bah, enfin quelqu'un qui est un peu honnête, qui veut pas me spammer, donc je vais lui porter de l'intérêt». Excellent, ouais, très bien. On a des belles tendances là, Mmh. tu nous as aussi parlé de quelques outils. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Moi, je voulais te parler de, upsell, cross-sell. Alors, je sais pas OK. si dans ton jargon on fait la différence. En tout cas, Ouais. dans le mien, on le fait. Comment tu peux les intégrer dans tes process sans forcer la main au client? Parce qu'il y a aussi Ouais. toujours cette dérive de se dire: on le pousse, on pousse, on pousse et c'est à l'avantage de l'entreprise et pas du client. Ouais, alors moi, je vais être un peu biaisé sur cette question-là parce que, moi, je suis issu de la vente de logiciels, notamment les logiciels SaaS, B2B, donc c'est le logiciel où tu as une souscription et du coup, tu as plein d'écoles et de techniques, mais via à la fois le produit, dans le design du Mmh, produit où tu peux faire ces upsells, ces cross-sells. Donc il faut que j'essaye de trouver des parallèles avec, l'hôtellerie, la restauration. Donc je réfléchis. Alors parlons d'abord de, l'upsell. Donc dans l'upsell, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que dans le logiciel, c'est particulier. mmh, Hem, c'est pas évident, hein, de ouais. trouver. Nous, ce qu'on fait, Ouais, en upsell hôtelier-restauration classique, un upsell, c'est tu achètes une chambre, tu as réservé une chambre oui, chez moi et je vais t'upseller dans une catégorie supérieure de chambre ou de suite, moyennant un tarif évidemment supplémentaire. ouais, Tarif beaucoup plus avantageux pour toi que si tu avais réservé en ligne, par exemple. Et ça, pour moi, c'est un vrai élément, différenciant. C'est que souvent, il y en a qui font de l'upsell et en fait, ils proposent le même tarif que le tarif du jour sur le site web. ouais. Voilà, j'ai repensé à des trucs, mais tu vois, dans le logiciel, souvent l'upsell, c'est, sur du service, sur de Mmh. la prestation de service, c'est-à-dire tu achètes un logiciel. Et à un moment donné, les gens te disent, notamment pour les grosses entreprises: «Je peux, vous accompagner sur l'utilisation de ça». Donc c'est un service en plus. Peut-être que dans l'hôtellerie, c'est, bah, typiquement, j'ai pris une nuit d'hôtel. Ouais. L'upsell, le service que tu offres en plus, ça peut être, tu vois, un massage, Oui. un cours de sport. Et c'est pour Heu, ça que je te pose la question de l'upsell, cross-sell, c'est que pour moi, ce que tu dis là, c'est du cross-sell OK, dans mon jargon, puisqu'en fait, upsell, si le produit de base est une chambre, upsell, tu vends oui, une catégorie au-dessus, alors que cross-sell, tu vends quelque chose à côté, ouais, typiquement un package dans lequel tu vas ajouter un OK, soin au spa, dans lequel tu vas proposer un dîner romantique parce que c'est ton offre Saint-Valentin. OK. Ça va rentrer dans du cross-sell. Mais je me demandais, tu vois, toi, tes bonnes pratiques de comment tu fais pour pas qu'on ait l'impression d'être un peu forcé et juste que en fait, moi, client, on me demande encore de remettre, la main au portefeuille, finalement. Ah ouais, mais c'est toujours pareil, c'est dans le logiciel, souvent, ce que tu fais, c'est que tu offres la version, tu fais des démos, en fait, des Mmh. versions démos où, par exemple, tu as, la version de base de ton CRM et en fait, tu laisses pendant 2 mois, la version supérieure, à ton Ouais, client et du coup, le fait que la personne ait testé les fonctionnalités, elle va avoir du mal à revenir en arrière. Donc peut-être que dans ton domaine, ce serait de dire, je sais pas, un client habitué, par exemple, mmh, qui vient dans un domaine assez souvent, à un moment donné, tu vas effectivement lui proposer la chambre, oui, supérieure, mais au prix de la chambre, d'en dessous oui, et du coup, la fois prochaine, il ne voudra pas revenir en arrière. ouais. Tu vois? Peut-être que dans les compagnies Alors ce que aériennes tu de dis, c'est hyper intéressant ouais, et là, on rentre vraiment dans les spécificités de l'hôtellerie. En fait, en discutant avec toi, je me rends compte à quel point on vit dans un monde, d'hôteliers où, ça me paraissait évident, mais le coût de ce que tu appelles, c'est un upgrade versus un upsell OK, et donc ça se fait, et ça se fait même beaucoup. La dérive, c'est que le client d'hôtel, une fois que tu lui donnes ce fameux free upgrade, donc surclassement gratuit, OK, il ne revient plus en arrière, mais il refuse de payer. Donc c'est-à-dire que pour lui, c'est un acquis.
OK, Et on a souvent cette problématique que j'ai pas encore réussi à complètement résoudre, mais moi, ce que je recommande, c'est à tous les hôteliers qui nous écoutent, quand vous faites un surclassement gratuit, bien le dire au client que c'est quelque chose d'exceptionnel, soit parce que c'est une première fois et qu'on voulait lui montrer ce qu'on a de mieux dans notre établissement, soit qu'au contraire, c'est un habitué et qu'on voulait lui faire découvrir une nouvelle catégorie et que si la prochaine fois il souhaitait la réserver, on lui ferait un tarif avantageux. Parce que il y a cette habitude dans les hôtels du surclassement. Et d'ailleurs, tu as même les clients qui arrivent, alors que je connais aucune autre industrie qui le fait, où le client arrive à la réception, il fait son arrivée, son check-in et il te dit: «Est-ce que vous avez un surclassement disponible?» Sous-entendu gratuit, OK. tu vois? Mais c'est vrai que la différence aussi entre mon monde et le tien, c'est que dans mon monde, le payeur, ou l'acheteur, c'est souvent la carte bleue de l'entreprise. Ouais. Alors que dans ton monde, c'est, le particulier, c'est son argent. Oui, ou alors, Et c'est un client qu'on va appeler corporate, un client entreprise, ouais, c'est sa carte bancaire, mais finalement c'est l'entreprise qui paye. Il est moins sensible aux différences de prix. ouais, Hem, Par contre, il peut pas toujours se payer un upsell parce qu'en fait, il a pas l'autorisation de la boîte derrière. ouais. Donc il y a ces subtilités Tu à ces avoir. subtilités où nous, c'est assez simple dans ce monde-là B2B Mmh, d'offrir des choses, oui, de faire des démos et cetera, où la personne n'aura pas trop de scrupules à, tu vois, à payer plus à la fin, oui. quoi. Alors que peut-être dans ce domaine-là des particuliers, bah oui, c'est tout de Mmh. suite, Mais par contre, tu vois, en parlant, il y a des choses qui me paraissaient des évidences, mais qui, je pense, sont bonnes à dire. Hem, Si on part dans le cross-sell, ouais, de proposer d'autres choses à côté, peut-être en effet gratuites pour les habitués. Par exemple, ça peut être une bouteille de champagne ou quelque chose dans un package qu'on fait habituellement, l'offrir au client. Bien dire qu'en effet, on lui offre pour qu'il comprenne ça et pour que la prochaine fois, ce soit quelque chose qu'il réclame parce qu'il avait, absolument, adoré ça. ouais, Ça peut fonctionner notamment avec le spa où souvent ce qu'on fait, c'est, offrir soit un soin court, soit, un complément de soin. Tu as réservé le package avec le soin au spa, eh bien je t'ajoute 30 minutes ouais. et la prochaine fois tu vas: «Ah ouais, en fait une heure c'était quand même beaucoup plus sympa» ou «90 minutes c'est quand même beaucoup plus sympa que 60. La prochaine fois je prends 90». Ouais, il y a ça un peu aussi dans les logiciels où tu donnes accès à quelque chose, mais avec Mmh, une limite. Et très vite, si tu utilises bien le logiciel, tu arrives à la limite et tu dis: «Bah non, il faut que je passe, à la version supérieure», tu vois? complètement. Donc c'est mettre un peu des petites barrières aussi, des petites barrières, pour que le client, à un moment donné, ait envie de Mmh. passer à la version supérieure. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant de s'inspirer des autres secteurs et Mmh. aussi de voir les limites, spécifiques. Toi, tu vendais des produits, notamment des produits digitaux. Ouais, Moi, je vends et mes hôteliers, on vend des services. Il y a quand même des fondamentaux qui sont très différents et qui changent pour autant. Il y a des choses dont on peut s'inspirer des uns des autres qui fonctionnent d'un côté et pas toujours de l'autre et là où je pense que par contre en télé-restauration, on est plutôt très fort, c'est justement sur le service qu'on va apporter. Là où une solution logicielle, hein, moi j'en ai eu plein où j'étais client. Souvent le service, c'est un peu le truc derrière, si on peut, on s'en occupe, mais souvent on n'a pas le temps ouais. et on considère que quand tu as payé, tu es client et c'est acquis. Ouais, alors après tu peux avoir du service sur les gros outils, mais tu vois les Mmh. gros, par exemple on parle de CRM, les Salesforce, mais Oui. qui s'adressent à des entreprises du CAC 40, Mmh. où là tu vas avoir des équipes qui vont faire du service, donc de l'accompagnement humain en fait, autour du logiciel et là effectivement ils vont vendre, des formations, des prestations de conseil Ouais. et aller plus loin que le produit. Et là, tu peux te dire qu'effectivement, tu as des choses qui s'apparentent au service, En effet, c'est pas accessible à tout à chacun. ouais, Très bien, hyper intéressant. Je te propose aussi, je voulais profiter de toi, évidemment je suis biaisé parce que je fais également du podcast, ouais. mais d'avoir ton retour sur le podcast justement comme outil de vente et pourquoi pas comment est-ce que nos hôteliers restaurateurs, comme mon audience, ils pourraient utiliser cet outil pour, améliorer leur Ouais, vente? bah, avec plaisir. Moi, le podcast, au début, quand je l'ai fait, c'était vraiment par curiosité et très vite, au bout de quelques épisodes, je me suis dit: «En fait, c'est un outil incroyable pour rencontrer les prospects, les partenaires, et me faire connaître, à des gens qui, si j'avais pas le podcast, en fait, voudraient pas me rencontrer». Donc, quand tu contactes quelqu'un, donc là, si on prend, l'hôtellerie ou la restauration et on prend plutôt une cible B2B, donc tu veux contacter l'entreprise du coin pour leur proposer de venir faire des séminaires, Par exemple? par exemple.
Et bah, c'est beaucoup plus simple de leur dire, «Est-ce que ça vous intéresserait qu'on se rencontre pour que je puisse vous interviewer, vous mettre en valeur dans un podcast», alors audio ou vidéo, peu importe. C'est beaucoup plus simple d'avoir le oui de la personne en face plutôt que de dire: «Est-ce qu'on se peut se rencontrer pour que je vous présente mes services?» Mmh, Tu vois, tout de suite, tu es plus dans une position de commercial, tu es oui, plus dans la position de commercial, tu es plutôt dans une position de quelqu'un qui s'intéresse à l'autre et la vente, c'est un peu ça le secret. On dit toujours, faut s'intéresser à l'autre, mais concrètement, dans la réalité, tu veux quand même lui vendre quelque chose bien sûr. et le podcast, pour moi, c'est une bonne manière de montrer que tu Mmh. t'intéresses vraiment à l'autre. Après, tu vas passer une demi heure, voire une heure avec la personne et là, c'est beaucoup plus simple après d'amorcer des discussions autour des activités de chacun. Et puis, il y a un lien très fort, moi Ouais, je le vois avec mes invités du podcast, ouais. pour certains qui sont devenus des clients aussi, justement parce qu'après tu as cette conversation et on le voit toi et moi, où en fait avant dans cet épisode on se connaît pas et quand tu as parlé pendant 1 heure ou 2 heures, tu as l'impression d'être les meilleurs amis du monde parce que tu as échangé un moment sans distraction autour, parce qu'en fait, tu coupes tous les téléphones, tu coupes tout et on est dans cet échange authentique. Ouais, puis c'est finalement rare, comme tu dis, hein, sans les Mmh, téléphones, sans des gens autour, de passer une heure à parler de choses, complètement. de ta vie professionnelle. Et oui. Et alors j'ai une anecdote assez rigolote parce qu'il y a les invités avec qui tu tisses des connexions, des liens, mais parfois tu as aussi les auditeurs. Et moi, dans mon cercle d'amis, j'ai des auditeurs qui m'ont contacté pour me rencontrer, manger avec moi et c'est devenu des amis. Et alors, une petite Ah anecdote qui est ouais. rigolote, j'en ai un, qui s'appelle Alexis. Si Alexis, tu nous écoutes, il me contacte, il me dit: «J'adore ton podcast, est-ce qu'on peut se voir?» Donc on mange ensemble, on tisse un lien d'amitié, on se revoit, on se présente nos conjointes et cetera. Et à un moment donné, je pars en voyage pendant 1 an et je cherche, à louer ma maison. Et lui va louer ma maison. Il me dit: «Moi, ça m'intéresse, je loue ta maison» et à mon retour, il achète, une autre maison à côté parce qu'il a adoré le coin et on est devenus voisins C'est et trop amis, drôle. tu vois? Et c'était un auditeur de mon podcast. C'est excellent. Ouais, ça crée du lien. Ouais. Donc en effet, ça pousse cette idée. Admettons un hôtelier ou un groupe d'hôtels peut utiliser le podcast, créer son propre podcast pour aller tendre le micro à des acteurs locaux qui seraient des futurs clients, cadre du séminaire ou cadre du, restaurant. Ouais. Ça marche hyper bien. Des On partenaires aussi, complètement, ouais, partenaire. donc tu parlais des agences de voyage, Agence de voyage, ça fonctionne hyper bien et il y a aussi le côté, de l'autre côté, j'en ai brièvement parlé, marque employeur, où je peux tendre le micro à pourquoi pas mes employés, à d'autres personnes pour montrer à quel point mon entreprise, elle travaille cette fameuse, marque employeur et cetera. Donc ça, c'est si tu crées ton propre podcast, ce qui évidemment, on sait est alors c'est pas tant coûteux en argent, c'est plutôt en temps, en technicité et toi et moi, ça fait maintenant quelques années qu'on a nos podcasts. C'est long à développer. ouais. Mais il y a aussi, passer dans d'autres podcasts. Alors évidemment, on est encore une fois très biaisé, mais d'utiliser déjà l'existant, hein, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai mis aussi du temps à l'assumer, que le podcast est un média à part entière, et que tu peux utiliser cet outil-là dans tes budgets, médias pour, en fait, travailler ou ta marque employeur ou, d'aller chercher des clients en fonction de tes objectifs. Ouais et puis maintenant, tu as des lieux comme celui où on est, où finalement avec un billet d'entrée, assez bas, tu peux avoir le contenu pour l'année, tu vois? Nous, Oui, on facture, on a un prix d'entrée à 200 € la session, mais qui peut baisser jusqu'à 100 € si tu en prends plusieurs et donc si tu as par exemple, 20 sessions, dans l'année, ça te coûte à peu près 2 000 €. Pour 2 000 €, tu as ton contenu pour l'année et quasiment oui. et à partir d'un épisode, tu peux faire les fameux formats courts sont en train d'exploser sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, LinkedIn. Donc moi, à partir d'un de mes épisodes, je vais faire 10 formats courts. Donc si avec 2 000 €, j'ai fait 20 épisodes, je vais faire 200 formats courts. Donc c'est quasiment à chaque jour ouvré, tu peux publier quelque chose sur ton LinkedIn, ton Instagram, ton Facebook, ton Twitter et ça t'a coûté, un petit billet, Mmh. alors qu'avant, à l'époque, il y a quel on remonte à il y a quelques années, tu voulais faire une vidéo comme on fait là, il fallait prendre une équipe de tournage, un plateau et ça te coûtait 2 000 € plutôt la session, quoi. Oui et je pense que c'est un très bon point et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, aujourd'hui,
Une entreprise, hôtellerie-restauration notamment, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et de l'autre côté, enfin, c'est concurrentiel face aux clients et aussi face aux collaborateurs. On a une vraie pénurie de collaborateurs. Ouais. Prendre la parole sur les réseaux, c'est plus un nice to have. Pour moi, c'est vraiment un must have, tu vois? Tu es un peu obligé de le faire et d'utiliser des outils, tels que le podcast, je pense que c'est vraiment un incontournable. Et tu sais que là, on parle, podcast, mais bon, podcast, la plus grosse plateforme de podcast aujourd'hui, c'est plus Spotify ou Ouais, Deezer, c'est c'est YouTube. YouTube. Et YouTube, c'est le second moteur de recherche après Google. Bah, Mmh. d'ailleurs, YouTube appartient à Google. Et maintenant, tu as aussi toute la génération, un peu avant nous qui, fait ses recherches sur TikTok. C'est au lieu d'aller sur Oui. Google trouver Après, un enfin, tu veux dire les plus jeunes que nous? plus jeune que nous, ouais. Oui. Et moi, je le fais de temps en temps, mais plutôt que d'aller sur Google chercher un restaurant ou un lieu pour le week-end, un hôtel sympa, ils vont taper ça dans TikTok. Mmh. Donc en fait, les formats vidéo, formats courts, formats longs, que ce soit YouTube ou TikTok, vont amener des clients à ceux qui vont prendre Complètement. le pli, quoi. Ouais. Ouais, c'est un très, très bon point, qu'on évoque là Ouais. et pour boucler sur le podcast, après on parlera d'autres choses. Il y a quand même quelque chose, un point, je trouve, dans le podcast qui, toi, je sais pas si tu l'as, expérimenté ou quantifié, c'est que tu as un rapport de confiance, avec le podcasteur ou l'invité Oui. qui est beaucoup plus fort que dans ces contenus, même vidéo, très courts. La barrière à l'entrée est plus dure, c'est plus dur de faire écouter un podcast. Ouais. Par contre, je trouve que quand les gens t'écoutent, moi, mes invités, ils me le disent, ils disent: «C'est incroyable, les la qualité des échanges que j'ai eus avec avec certains de mes auditeurs qui les contactent à la suite d'épisodes», tu vois? Bah, ça, c'est l'intérêt du format long pour le coup. Mmh, Moi, j'ai parlé beaucoup de format court, mais le format long a aussi ses avantages. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu prends la télé, par exemple, n'importe quelle interview, ça dure 5-10 minutes mmh et souvent, et oui, on est sur des ça va trop vite, en fait. Alors que les formats longs comme on fait là aujourd'hui, ça te permet de rentrer enfin dans le détail des choses. Tu quelqu'un, pendant 1 heure et effectivement, tu peux établir une connexion. Alors en plus, l'audio, là, on fait de la vidéo, mais l'audio, moi, j'écoute beaucoup que de l'audio, hein. mmh, Ça fait des connexions avec ton cerveau où finalement tu te sens proche, et moi, ça m'arrive souvent que les gens me disent: Je te connais très bien», alors que je t'ai jamais rencontré, quoi. ouais. Parce que j'ai fait 180 épisodes, donc pour le peu que la personne ait écouté la moitié, elle m'a écouté pendant 90 heures. C'est énorme. C'est plus que ma C'est femme. plus que ta femme. Voilà. Donc ouais, ça établit Si elle nous écoute, on l'embrasse. C'est voilà. fou. Ouais, c'est un peu vertigineux finalement, de se Mmh, dire ça, ouais. ouais, complètement. Et dernière chose, vous allez faire un podcast peut-être parce que vous allez nous écouter, vous allez vous y mettre. Vous allez faire au début peut-être, sans écoute. Mais souvent, l'intérêt quand on fait ces émissions, c'est de penser au recyclage et ce qu'on appelle dans le monde du podcast à l'evergreen. Ça veut dire qu'un Oui. épisode qu'on fait aujourd'hui, il sera valable, là, par exemple, les sujets dont on parle, normalement, ça va être valable dans 1 an, ce sera encore valable. Mmh, Et moi, j'ai des épisodes, par exemple, que j'ai fait sur le recrutement, bah, que j'ai fait il y a 5 ans, et oui, tu l'écoutes aujourd'hui, c'est encore valable, c'est fou, hein. tu vois? Et ça, moi, je pense, c'est la puissance aussi, Mais moi, j'ai encore ça et pareil, des invités de la première saison, hein, donc c'était 2021, me disent, quand ils font des entretiens d'embauche pour leurs candidats, quasiment 1 fois sur 2, eh bien, ils ont, un candidat qui leur dit: «Ah mais je vous ai entendu, sur Hospitality Insiders, alors, et cetera. J'ai entendu que vous avez parlé de ci» et je vois en plus mes chiffres qui continuent d'augmenter 4-5 ans après ouais. du nombre d'écoutes. Je trouve ça fou. Ouais et il faut pas sous-estimer, moi au début je mettais que de l'audio et je mettais que sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Maintenant j'ai tout mis sur YouTube et YouTube a quand même un avantage par rapport aux autres plateformes, c'est qu'ils ont un algorithme de recommandation. Alors, je pense que Spotify commence à le faire aussi, hein, mais en gros, tu t'écoutes une émission par exemple sur, la restauration de luxe, à un moment donné YouTube va proposer ton podcast à toi Mmh. parce que la personne a eu, cette écoute-là. Et tu vois, ça, c'est assez puissant sur YouTube, Mmh. donc faut aussi ne pas négliger, cette plateforme, Ouais, quoi. c'est excellent. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils. Je suis très content parce on n'a pas parlé que d'hôtellerie-restauration, on a plutôt parlé d'autres choses, de marketing, de podcast. Mais en fait, on se rend compte que ça peut être applicable à, mon domaine. Alors encore une fois, je dis l'hôtellerie-restauration, mais il y a pas que ça, l'hospitalité de manière générale. Mais, l'hôtelier-restaurateur qui nous écoute, je pense il a pas cette vision, il avait pas cette compréhension, en tout cas jusqu'à maintenant, et peut-être d'ouvrir le champ des possibles, de se dire: «Ah oui,
il y a vraiment ça à faire, et aujourd'hui, il suffit pas juste d'être bon dans le service, il faut aussi être bon dans la communication, dans la façon dont on s'approprie les médias pour aller, conquérir une audience et cette audience, ce sont nos futurs clients et nos futurs candidats, finalement. Ouais, je te donne un exemple, c'est un peu le pape de la création de contenu, aux États-Unis. C'est, peut-être que tu connais, c'est Gary Vaynerchuk. Oui, c'est pour Il a ça que un tout le nom monde pas l'appelle facile. Gary Vee, c'est Ouais, que c'est le ça. nom de famille est imprononçable. Ouais. Lui, il a commencé, dans le vin. Il avait une boutique, qu'il a repris de son père, pour vendre du vin Mmh. et en fait, il a commencé, à faire des vidéos YouTube sur, «Je vous présente tel vin» et cetera. Donc tu te dis, OK, pourquoi pas? Et en fait, ça a explosé. C'est devenu une référence là-bas dans la vente de vin et en fait, il a switché de modèle. Il est devenu, en gros, quelqu'un qui conseille les entreprises pour, créer son propre Mmh. média, créer du contenu et aujourd'hui, lui, c'est lui, hein, qui fait cette théorie de, créer un contenu et à partir de ce contenu, vous allez le recycler en plein de petits contenus et alors lui, il va très loin parce que lui, il dit quasiment de poster, 5 posts par jour sur chaque plateforme. C'est Ah un oui. peu un Stakhanoviste du contenu et donc il y a des choses à apprendre et à ne pas prendre chez lui mais tu vois, lui, il a commencé dans un domaine, complètement, bah, tu pourrais te dire: «Ouais, le vin, c'est quand même un domaine, pourquoi faire des vidéos YouTube là-dessus, quoi?» Mmh. Donc c'est in Il y intéressant a de des voir très que bonnes pratiques, à ouais, prendre. Très bien, encore une fois, merci pour tout ça. Je te propose, avec un peu plus de légèreté, de participer à mon petit jeu ouais, qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je redonne les règles, tu vas nous partager un mot-clé qui OK, peut être utilisé sous cette vidéo YouTube, mais également sur Apple Podcasts ou sur Spotify. L'auditeur qui mettra, le mot-clé ou le ou les auditeurs en fonction, tu peux ne pas limiter, obtiendra un bénéfice de ton choix et il devra bien sûr te contacter ensuite pour, OK, te donner le bénéfice. OK. Bah, écoute, on va faire simple, hein, le mot-clé, ça va être vente Très bien. et le bénéfice, je peux lui envoyer un des guides que j'ai construit, que je vends sur mon site internet, le guide de la prospection téléphonique. Alors souvent, ça, dans la vente, c'est un truc qui est compliqué à faire. Mais avec des règles, des process et des méthodes, on peut, réussir à faire de la prospection téléphonique à froid, et être à l'aise avec cet exercice-là. Très bien, donc pour ceux qui nous écoutent, vous mettez le mot-clé «vente» en dessous de la vidéo et derrière, soit vous me contactez ou Alexandre et il vous envoie le 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 guide. le guide directement. Merci beaucoup, ça a beaucoup de valeur, excellent. Je veux bien un exemplaire, hein, pour ma prospection, Ouais, hein, si je avec peux plaisir. m'améliorer. C'est l'occasion également. On va passer dans la dernière partie du podcast qui sont mes Ouais. questions, signature. Le premier, enfin la première question, c'est un voyage dans le temps. Si tu pouvais revenir en arrière à un moment de ta vie ou de ta carrière en particulier, à quel moment est-ce que tu reviendrais? Est-ce que tu changerais quelque chose? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? Alors, tu vois l'expérience, que j'aimerais bien refaire avec mon expérience d'aujourd'hui, c'est, la création de ma première entreprise. Donc, c'était une start-up, on en a parlé un peu, ça a Oui, duré, 4-5 ans. Et je pense qu'il y a des trucs, d'ailleurs j'ai fait un audit, hein, là-dessus, des trucs que j'ai loupés, que si j'avais pas loupé et j'en ai conscience aujourd'hui, elle existerait toujours cette start-up. Elle serait peut-être, enfin elle serait peut-être, en réussite totale et cetera et mmh, je pense qu'il y a des petites choses comme ça, pour te donner un exemple, on a développé un logiciel, donc j'avais des développeurs, j'avais 3 développeurs, il y en a un qui développait un logiciel sur le web, un autre sur Android, un autre sur, Apple Apple. et au lieu d'avoir, un seul logiciel qui fait très bien les choses sur le web et avoir 3 développeurs du coup sur ce logiciel, en fait, on avait notre énergie et nos compétences C'était divisées en 3. dispersé, ouais. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai fait, sur le tas, hein, de tu vois, de pas se disperser, d'être très fort sur une niche plutôt que de vouloir faire plein de choses et si je refaisais ma start-up aujourd'hui, Ouais, bah, tu vois, je pourrais la faire différemment. excellent. C'est un bon conseil aussi à prendre là-dedans. Tu as une recommandation de lecture? Ouais, ouais, alors sur la vente, j'en ai plein. Pas forcément sur la vente, hein, enfin vraiment quelque chose que tu as envie de partager, un livre que toi tu aimes? Ouais, alors attends, je réfléchis. Alors, je réfléchis sur les auditeurs,
Sur les auditeurs, qu'est-ce que je pourrais donner? Écoute, je vais pas prendre un truc sur la vente parce que c'est très spécialisé, encore une fois, logiciel et cetera, ça va être, too much. J'ai lu un bouquin il y a pas longtemps, d'un philosophe qui s'appelle Gaspard Koenig, Ouais. qui a traversé la France, avec un cheval et je trouvais le bouquin, hyper intéressant. Du coup, on sort du digital, des réseaux et cetera dont on a parlé et que c'est passionnant, mais il va plutôt à la rencontre, du terroir, des gens, et avec un cheval, tu vois? En 2020, enfin, c'était il y a 2 ans déjà, et donc c'est hyper intéressant, ça parle de déconnexion, de Mmh. rencontre avec l'autre, le rapport à l'animal, donc c'est Et des tu as sujets le titre encore en tête? et c'est là où j'ai plus le titre, non, Ah! mais tu tapes Gaspard Bon, on Koenig, va le trouver, il surtout on écrit le plusieurs mettra dans les références. ouais, Chez moi, en dessous du podcast, il y a un lien vers OK, le on site mettra web le et je lien. mets toutes les références. Tout est là, donc Ouais, ce bon, sera la parfait. pochette du livre, c'est lui avec un cheval, donc Très bien, ouais, ce merci, livre-là est très bien, ouais. excellent. Tu as une citation que tu aimerais partager? Alors, c'est une citation de ma grand-mère, qui n'est plus de ce monde, je lui fais un petit coucou. C'est: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières» Mmh, et tu vois, c'est vraiment de dire, on en parlait un peu, aujourd'hui, vous faites un podcast, bah, vous aurez pas beaucoup de vues, c'est normal, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, font qu'à un moment donné, bah, moi, aujourd'hui, j'en vis de ce podcast alors qu'il y a 5 ans, je faisais un épisode, je faisais, quelques vues et ça me prenait du temps et je me disais: «À quoi bon?» et tu vois, 90 des podcasts s'arrêtent après 7 épisodes parce que c'est un peu oui, ingrat, c'est vrai que c'est ça la statistique, c'est fou. ouais, c'est coûteux en temps, c'est coûteux en énergie et cetera, mais en fait, si vous faites plus de 7 épisodes, vous êtes déjà dans les 10 des podcasteurs et c'est les fameux intérêts composés. C'est pareil quand tu investis, par exemple, Oui, dans la bourse ou une bien sûr. assurance vie, tu mets, 100 € par mois et bah, ça fait pas grand-chose, mais au bout de 10 ans, ça fait quelque chose. Mmh, Tu vois? C'est ça, complètement. j'aime bien cette citation, Je pense ça qu'on devait avoir les mêmes grand-mères parce que OK, je l'ai eu cette citation c'est aussi vrai. pas mal de fois sur les petits ruisseaux. Elle me disait ça quand elle me donnait une pièce d'un Ouais, c'est euro, tu ça, sais, voilà. J'ai eu ça, même en francs à l'époque, tu vois? Ah Pour oui, te oui, les bah, oui, ouais. les petites premières. Ouais. Très, très bien. Comment, alors déjà, j'aimerais enfin, quelqu'un qui aimerait te contacter, ce serait quoi le meilleur moyen de le faire? Bah, LinkedIn, je suis assez actif, je suis tous les jours sur LinkedIn à proposer du contenu, à être Oui, actif, donc Alexandre Vaquier sur LinkedIn, donc Waquier parfait. et là, j'essaie de répondre, un maximum, aux gens qui me Très sollicitent. bien. On te contactera avec le mot-clé pour, obtenir le fameux bénéfice. Ouais. Tu aimerais voir et entendre, quelle personne sur ce podcast après toi? Sur le tien? Mmh. Eh ben, écoute, moi, je suis passionné, par le café et c'est grâce à un podcast d'ailleurs, pareil, il y a 5 ans, donc c'était Christophe Servel qui est le fondateur de Terre de Café, Oui, qui est un torréfacteur, un des meilleurs, je pense, de France, donc qui fait des cafés incroyables et j'avais écouté son interview par Mathieu Stéphanie il y a 5 ans et j'avais découvert le café de spécialité, donc qui est, c'est 2 de la production mondiale. C'est des cafés un peu comme le vin qui ont un terroir, un producteur, une un goût et cetera et depuis cet épisode, bah, je me suis passionné par le café. J'ai fait des stages de torréfaction, des stages de dégustation incroyable. et pareil, bah, tu vois, on a parlé de beaucoup de choses mais si tu vas à Toulouse, il y en a des nouveaux, ce qu'on appelle les cafés de spécialité et souvent le service est quand même, premium par rapport à des Ouais. cafés simples où la personne va t'expliquer, d'où vient le café, quel Mmh. goût ça a, te faire Te sentir, raconter l'histoire du te produit raconter et tout ça, l'histoire et là, on arrive sur du storytelling aussi, on sûr. n'en a pas parlé, mais dans la vente, le storytelling, c'est hyper important et peut-être que tes auditeurs en font ou peuvent s'inspirer, mais tu vas dans un hôtel, par exemple, pour moi, quelque chose qui me fidélise à l'hôtel, c'est que si l'hôtelier, par exemple, me fait du storytelling sur les Complètement. lieux, sur, qu'est-ce qui s'est passé ici, sur l'histoire et ça, je trouve ça Moi, je incroyable. fais des formations au storytelling, dans OK, les hôtels. bah, tu vois, on recoupe, Ouais, là encore, nos ouais, secteurs se coupent, et ça me donne envie de boire un bon café de torréfacteur à Toulouse. Ce sera ouais, peut-être l'occasion d'un il y en prochain a un pas loin épisode. là. On fera ça. Je te propose de, clôturer avec le message aux insiders. OK, C'est la dernière fois, du podcast que je parle puisque c'est toi qui clôtures. OK. Donc si tu as un dernier passage, message pardon, à faire passer à nos insiders, quel serait-il?
Et ben, tout à l'heure, j'ai dit, en faisant un peu d'effort, vous pouvez être dans les 10 des podcasteurs, de France et sur votre domaine. Et ben, je pense que c'est pareil dans la vente. Je pense que, si tu vas dans n'importe quel commerce ou dans un salon professionnel et tu vois les gens vendre, tu te rends compte que, avec un peu d'effort, un peu de méthode, un peu de process, tu es dans les 10 des meilleurs vendeurs. Et donc ça demande, quelques écoutes d'épisodes de podcast, par exemple, Les Héros de la Vente, je fais ma pub, quelques analyses de ses pratiques, un peu d'accompagnement, par exemple ton accompagnement, un peu de mentoring et très vite tu vas augmenter ton niveau et tu vas enlever des barrières limitantes, dans la vente de tes services ou de tes produits. Voilà mon message.